Embarquez pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. Moi, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est que ces grandes avancées prouvaient à l'enfant que j'étais que le mot possible était plus fort que le mot impossible. I believe that this nation should commit itself, landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. 3h56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. That's one small step for man. Révélé au grand public grâce à son roman « Et si c'était vrai ?», Marc Lévy est l'écrivain contemporain français le plus lu au monde. Il vit aujourd'hui à New York. Ce jour où l'homme a marché sur la Lune, alors pour nous, c'était la nuit. De mémoire, je crois qu'il était 2 ou 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et je m'en souviens parce que j'avais 8 ans et ma mère est venue nous réveiller, ma sœur et moi, dans notre chambre, à une heure assez inhabituelle, évidemment. Et nous sommes allés dans la chambre de ma grand-mère où il y avait la seule télé de la maison, qui était une télévision en noir et blanc. Et nous avons vu marcher le premier homme sur la Lune. Le souvenir que je garde de cette nuit-là, c'est d'avoir été beaucoup plus marqué par les hommes en chemise à manches courtes avec leurs petits nœuds papillons derrière ces écrans d'ordinateur à cap canavéral. Il faut savoir qu'à l'époque, les ordinateurs, on n'en voyait que dans les films de science-fiction. Et j'étais frappé parce que ces hommes représentaient, je dirais, le summum de l'intelligence scientifique. Et je me souviens, cette même année, j'avais reçu au mois de juin un prix remis à l'école communale où je faisais mes études. Et ce prix, c'était un livre d'occasion de La Terre à la Lune de Jules Verne. Et donc, ce soir du 21 juillet, je me souviens, dans ma tête de petit garçon, de m'être dit, mais combien d'entre eux sont là aujourd'hui parce qu'à mon âge, ils ont lu De la Terre à la Lune. Au moment de la publication de ce roman, Jules Verne avait été très critiqué, moqué, attaqué parce que son histoire était foutraque, invraisemblable, ridicule, inutile. Je me souviens que j'avais été très étonné, notamment par le mot « inutile ». Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui avaient trouvé inutile d'inventer des histoires qui n'avaient aucun sens. À partir de cet âge-là, j'ai compris le pouvoir d'un livre et le pouvoir de la fiction. C'est-à-dire que finalement, la littérature précéderait toujours la science, mais j'ai compris ce jour-là que ceux, et ils étaient légion quand moi j'étais enfant, qui nous disaient que ce à quoi nous rêvions n'était pas possible, n'étaient détenteurs d'aucune vérité, sinon celle de leur propre incapacité à imaginer. Les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de M. Jules Verne, que c'est le plus grand représentatif de ce que j'appelle les crétins mous. Parce qu'il a embarqué l'humanité dans tous ces enfantillages de conquérir l'espace, ça coûte très cher. Et si tout cet argent, au lieu d'aller à la Lune, on mettait tous les microscopes électroniques à regarder les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique, il se peut que déjà aucun de nous serait capable de mourir. Maintenant, tout le monde continue à mourir comme des vrais crétins. Il est magnifique, Dali. C'est un génie. Il s'est trompé sur un point. Son raisonnement n'est pas... Comment dire, je comprends très bien son raisonnement, qui est de dire finalement, si on dépensait pas autant d'argent à se foutre des missiles sur la figure et qu'on consacrait cet argent à lutter contre le cancer, la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies, on vivrait mieux. Il n'y a aucun doute. Il s'est trompé sur l'inutilité de la conquête spatiale parce que je rappelle quand même que sans conquête spatiale, il n'y aurait pas de satellite. Sans satellite, il n'y aurait pas de télécommunications et les satellites qui permettent notamment la détection des grands ouragans et des grands phénomènes météorologiques dévastateurs ont déjà permis de sauver des millions de vies sur la planète. Donc scientifiquement, sur ce point-là, il s'est trompé. Mais sur le reste, son second degré, oui, il y a une réalité. C'est vrai que si on dépensait moins à faire la guerre et plus à soigner, on serait plus nombreux à vivre. Admirons peut-être sans très bien comprendre, mais en se rendant compte de toute façon que ce que vont essayer de faire 3 hommes demande non seulement du savoir,
mais aussi un extraordinaire courage. Les poètes aussi seront peut-être déçus, mais c'est le vieux rêve de Jules Verne qui devient réalité. C'est le Paris Kennedy qui est sur le point d'être gagné. Jules Verne compte énormément dans ma vie parce que au moment où, juste après avoir émis une idée, il y a la peur d'avoir eu cette idée parce que cette idée n'est pas possible. Je vois Jules Verne sourire en me disant « Vraiment ? C'est vraiment pas possible ?» Donc oui, il fait partie de ces grands hommes qui ont montré que l'imagination, c'est une terre sur laquelle tout peut pousser si on y met de l'amour, du courage, de la logique, du travail, de la détermination, et que ce qu'il y a de plus excitant dans mon métier, c'est justement de rendre ça possible. Sans Jules Verne, j'aurais jamais écrit L'Horizon à l'envers, qui est un roman qui raconte l'histoire d'une femme étudiante en neurosciences qui est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui refuse l'idée de mourir et qui va œuvrer à un projet qui consistera à transférer son esprit, sa mémoire, ses émotions, ce qu'elle est, sa personne, dans un ordinateur, jusqu'au moment où on pourra retransférer tout ça dans un corps sain. Donc si j'avais pas eu Jules Verne au moment où j'ai écrit cette histoire pour me dire sur mon épaule, ça va être possible. Ton travail, c'est de rendre ça possible. Et je vous jure, sur X centaines de lettres, pour ne pas dire milliers de lettres ou de mails que j'ai reçus au sujet de ce livre, je n'ai jamais reçu un courrier de quelqu'un qui m'a dit « c'est ridicule, votre truc, c'est impossible ». Mais j'ai reçu plein de lettres de gens qui m'ont dit « à votre avis, quand est-ce que ça sera possible ?» En fait, c'est ça ce qu'on pourrait appeler l'esprit Jules Verne. Voilà, tout à coup, il y a Jules Verne et vous vous dites « le rêve peut amener quand même très loin ». Jules Verne, écrivain visionnaire dont l'imaginaire a porté les auteurs comme les scientifiques. Mais son roman De la Terre à la Lune a-t-il réellement influencé les acteurs de la conquête spatiale ? Jules Verne a constitué un jalon très important de cette quête pour marcher sur la Lune. Agnès Marcet-Topol, historienne et conservatrice du musée Jules Verne à Nantes. Dans les années 60, lorsqu'il y a les grandes expéditions, lorsqu'il y a d'abord le voyage de Gagarine en 1961, puis toute l'épopée depuis les États-Unis, à chaque fois que les cosmonautes réussissent l'exploit, ils font référence de manière tout à fait explicite et précise à Jules Verne. Gagarine, on a des Paris Match de l'époque où on le voit en disant « moi, le petit métallo qui a été le premier homme à voler dans l'espace, eh bien c'est parce que j'ai lu Jules Verne ». Lorsque les astronautes d'Apollo 8 réalisent pour la première fois le rêve de tourner autour de la Lune, ils disent que c'est exactement comme ce qu'ils avaient lu dans les romans de Jules Verne, et ce sera la même chose un an plus tard, en 1969, lorsque l'on mettra un pied sur la Lune. Véritablement, Jules Verne, dans ces années-là, il devient une icône de la conquête spatiale. Dans le roman de Jules Verne, on peut trouver tout un tas de points technologiques qui vont être utilisés ensuite. Par exemple, Jules Verne comprend parfaitement bien au milieu du 19e siècle le potentiel de l'aluminium, alors qu'on vient juste de découvrir la formule, et on sait bien que ce métal-là va aider, par sa légèreté, sa robustesse, à réaliser les voyages. Où Jules Verne a aussi une excellente prémonition, c'est quand il choisit la Floride pour faire partir son expédition, et ça n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est parce que déjà, au milieu du 19e siècle, on avait pu calculer les points du globe qui étaient particulièrement proches de la Lune. Or, la Floride en faisait partie, et Jules Verne le choisit parce que il comprend aussi qu'une nation en plein boom et développement comme les États-Unis sera une nation qui aura suffisamment l'esprit d'entreprise pour aller jusqu'au bout. Il dit que les Yankees, puisqu'il les appelle les Yankees, sont les premiers mécaniciens du monde. Quand on lit le roman, on peut effectivement s'amuser à faire le jeu des erreurs et des vérités. Donc il y a quelques erreurs éventuellement gênantes. Par exemple, il fait fi de la question de la pesanteur, alors qu'on sait bien qu'elle est essentielle. En revanche, il y a quelque chose qui ne peut que nous frapper, c'est que le retour sur Terre se fait par amérissage, et que quand on lit les romans avec les illustrations de l'époque, on a absolument l'impression d'un copier-coller avec les photos qu'on a du retour des vols américains. Jules Verne croit à la force de l'art pour dire les rêves de l'humanité. Et c'est assez extraordinaire que tout ça se réalise exactement un siècle après le moment où il l'écrit. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu et ce qui lui vaut encore aujourd'hui cette notoriété universelle bien méritée. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un
Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Marc Lévy, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong? La phrase est tellement universelle, qu'est-ce que vous voulez dire de mieux? Ce serait très prétentieux d'imaginer que j'aurais pu trouver mieux. Connaissant mon côté papa poule, j'aurais peut-être craqué en disant à mes enfants, je vous promets, je serai là bientôt. Mais non, c'est drôle peut-être que d'un point de vue très naïf, j'aurais regardé la Terre et j'aurais dit à ceux qui habitent sur la Terre, vous n'imaginez pas à quel point elle est belle. 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.